vas voir un banquier, tu lui dis bonjour, je suis youtubeur. Alors déjà, il va dire c'est pas un job. C'est sympa, c'est maman ou papa qui s'occupe de la lessive, mais c'est Bibi qui encaisse les revenus. J'ai vu des gens qui se sont fait rattraper par la patrouille parce qu'ils n'avaient pas anticipé, ils savaient pas que ça allait prendre autant d'ampleur, leur business allait devenir aussi gros. C'est pas un fake, hein, c'est pas quelqu'un qui est en train de... qu'on a écrit pour vous montrer qu'il y avait des gens qui appliquaient les préceptes de base de Jean-Michel Dessalles, mais non, voilà. Ça va très bien, et surtout à 19 ans d'avoir cette maturité-là, top. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on se retrouve avec le profil d'un youtubeur qui veut s'expatrier à Dubaï. C'est parti. Youtubeur, évidemment, il veut s'expatrier à Dubaï comme tous nos amis youtubeurs dont je fais partie. Je ne m'expatrie pas, moi je reste ici. Mais en tout cas, toi, tu veux partir à Dubaï, 19 ans, patrimoine brut et net de 38 110 €. On voit que c'est très largement investi en actions, 94%, tout petit peu de crypto et tout petit peu de compte bancaire. Profil 19 ans, je vis chez mes parents en France. Youtubeur, je perçois des revenus de YouTube, de TikTok et de la SACD. Alors, je pense que c'est assez intéressant de comprendre comment se décomposent ces revenus. Sur YouTube, vous pouvez mettre les pubs. Donc vous pouvez gagner des revenus via ce qu'on appelle AdSense. Donc en gros, c'est la régie publicitaire de Google qui fonctionne sur YouTube. Vous pouvez aussi faire des partenariats commerciaux, donc faire des pubs pour des marques en gros dans vos propres vidéos et donc vous êtes payé. Sur TikTok, c'est un peu pareil. Et la SACD, c'est un peu une spécificité made in France. En fait, en France, un auteur, ou un youtubeur en l'occurrence, peut toucher des droits basés sur le nombre de vues. Alors c'est un système qui est un peu opaque, il faut s'inscrire sur leur site et ensuite il faut quelque part poster les vidéos. Il faut dire en fait que ces vidéos c'est vous l'auteur et donc vous allez toucher des chèques avec un certain décalage. Je crois que c'est tous les trimestres les paiements. Mais si vous êtes un gros youtubeur, ça peut faire des très gros montants et c'est encore une fois une spécificité française dont beaucoup de youtubeurs n'ont pas conscience. Donc ça c'est assez intéressant. Mon revenu varie entre 3 000 et 8 000 € net par mois, donc pas mal de volatilité dans tes revenus. Je suis en auto-entreprise, je paye des cotisations sociales à hauteur de 12% jusqu'en mai. Je crois que ça passera ensuite à 24,6% et 26,1% à partir du 1er janvier 2026. Donc à revérifier quand même, c'est important, je pense, vu les montants, de boucler avec un comptable. Ça coûte pas grand-chose, ça va te coûter une consultation en gros, je sais pas, à 300 €. Mais au moins, tu auras la certitude que tu pars dans la bonne direction. Donc statut d'auto-entrepreneur, dans le foyer fiscal des parents, aussi en auto-entreprise, mais avec moins de revenus. Pas de charge étant donné que je vis encore chez mes parents, à part des petits coups de pouce de temps en temps. Ça c'est sympa, c'est maman ou papa qui s'occupe de la lessive, mais c'est Bibi qui encaisse les revenus. En tout cas, ça te permet d'épargner, donc on voit aussi, ça se voit sur ton patrimoine, je pense que tu as une stratégie assez agressive sur l'épargne. Objectif, court terme, atteindre le plafond des versements de 150 000 € sur le PEA. Bon, ça vous le savez maintenant. Le PEA, vous avez un plafond de versement de 150 000 €. Ça ne veut pas dire que votre PEA ne peut pas aller au-delà de 150 000 €. Vous pouvez avoir un PEA qui vaut plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. En France, il y en a, il y a des PEA qui font plusieurs dizaines de millions. C'est rare, mais c'est des vieux PEA. Mais en tout cas, vous ne pouvez que verser 150 000 €. Ensuite, il faudra aller sur une autre enveloppe, par exemple le compte titre ou l'assurance vie. C'est pour ça que je vous dis souvent de prendre date, d'ouvrir une assurance vie dès que possible pour déjà lancer le compteur fiscal. L'avantage fiscal sur l'assurance vie, c'est 8 ans. Et donc, une fois que votre PEA il est au plafond, si vous avez ouvert votre assurance vie il y a quelques années déjà, eh bien, vous avez déjà lancé le compteur et vous pouvez commencer à investir via ce support. Long terme, me construire un patrimoine solide avec une rentabilité de 10% brut annualisé. Bon, c'est beaucoup, je vous rappelle que le S&P 500, donc la bourse américaine, c'est 10% de rendement annualisé brut, donc c'est possible, mais cela reste quand même assez élevé, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre du risque, ça c'est sûr, et tu vas pas pouvoir obtenir ça en faisant par exemple des fonds en euros, des livrets ou des obligations. Il va falloir aller sur des actions à minima, peut-être de l'immobilier, mais en faisant pas mal de leviers et en transformant les biens. De la crypto peut-être, mais plus volatile. Il va falloir prendre des risques, quoi. Tu nous as partagé ton cash flow qu'on va regarder tout de suite. Bon là, c'est assez marrant, 5 000 € d'investissement mensuel, forcément, donc super beau taux d'épargne de 83%. On voit que tu mets dans le MSCI World une énorme partie et dans l'autre partie, le Nasdaq. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Amundi qui a sorti une petite bombe. J'avoue que pour moi, ça a été un peu un choc de voir que ils ont sorti un ETF MSCI World vraiment pas très cher, et donc c'est le ticker, je trouvais ça assez marrant, c'est le DCAM. Petit clin d'œil à tous nos Jean-Michel DCA qui regardent. Et donc on voit que la vraie nouveauté, c'est que cet ETF PEA, MSCI World, a 0,20 de frais de gestion.
Donc vous vous rappelez peut-être que dans un autre épisode, on avait parlé de l'ETF iShares MSCI World, donc c'est BlackRock iShares en gros. Lui, il est à 0,25 de mémoire. Donc là, Amundi a vraiment quelque part rendu coup pour coup à BlackRock en étant encore moins cher. Petite déception quand même, puisqu'ils n'ont pas transformé ou baissé les frais de leur ETF MSCI World historique pour le PEA qui s'appelle le CW8, qui lui est à 0,38 à 0,20. Bon, ça s'entend parce que je pense qu'ils voulaient tout simplement gagner plus d'argent sur le CW8. Donc ils en ont sorti un nouveau, vous voyez il est tout neuf, hein, tout jeune, il n'y a pas grand monde qui a investi dessus. Je crois qu'il est sorti le 11 mars, donc c'est vraiment, ça date de pas très longtemps. Mais en tout cas, à date, à ma connaissance, c'est l'ETF le moins cher pour investir en MSCI World. Et vous le savez, les frais, c'est le nerf de la guerre, donc plus les frais sont bas, plus vous récupérez du pouvoir d'épargne. Du coup, tu fais Nasdaq MSCI World, on va voir si ça a du sens de faire les deux, j'en doute. Vie quotidienne, bon ça coûte vraiment pas très cher, 300 € avec quelques petits plaisirs. Des abonnements en téléphonie, YouTube Premium, pas de pub. Et enfin, tu as un tout petit peu de dépenses pour tes contenus, pour tout simplement créer tes vidéos. Donc bon, cash flow un peu de rêve, hein, forcément, pas de loyer qui est la charge principale, donc c'est massivement investi et donc ça c'est très bien. La suite des opérations, pas de stratégie structurée pour l'instant, j'essaie de ne pas perdre trop de temps à investir et plutôt à utiliser mon temps pour travailler. Très très bien, j'investis le maximum dès que j'ai de l'argent. Je pense que ce que tu fais là c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut investir en toi, il faut investir en tes connaissances, en ton business. C'est pas important de passer des heures à analyser tous les ETF. Vous avez plein d'ETF qui sont très bien, qui sont pas chers. Si vous ne savez pas lequel prendre, vous ouvrez Finari, vous regardez les ETF les plus populaires et vous pouvez prendre ceux-là. Ça, c'est déjà très très bien, quoi qu'il arrive. L'important, c'est vraiment juste d'investir et surtout, après, d'oublier et de repasser à votre fonction principale qui est de créer de la valeur pour vos clients si vous êtes entrepreneur. Du coup, 5 000 € par mois sur le PEA uniquement en ETF, très bien. Tu as le iShares, bah tiens, c'est celui dont je parlais, à 2 500 € par mois. Et tu as aussi du Amundi Nasdaq 100 à 2 500 par mois. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que c'est les HAC, en fait, ça veut dire que c'est des ETF capitalisants. Donc, tout simplement, les entreprises qui sont dans le panier d'actions, l'ETF, c'est comme une playlist. Hein, donc, les entreprises qui sont dans la playlist vont distribuer des dividendes. Et donc, vous avez des ETF qui vont vous donner ces dividendes. Ça s'appelle des ETF distribuants. Et vous avez des ETF qui vont réinvestir les dividendes dans la valeur de la part. Ça s'appelle des ETF accumulating en anglais ou capitalisants. Donc, le mieux, c'est de prendre des ETF capitalisants parce que ça travaille automatiquement pour vous, donc vous avez un phénomène de réinvestissement et donc d'intérêt composé automatique. En plus, ça c'est sur un PEA, donc sur un PEA, il n'y a pas de fiscalité sur les dividendes versés puisque ça reste au sein de l'enveloppe. Mais sur un compte titre, par exemple, si vous avez un ETF qui distribue des dividendes, eh bien vous allez être fiscalisé à chaque fois à la flat tax. Donc c'est un peu embêtant, alors que si vous gardez un ETF, si vous avez un ETF qui est capitalisant, eh bien vous profitez de l'effet boule de neige et vous ne paierez des impôts qu'au moment où vous réaliserez votre plus-value. Donc je préfère les ETF accumulants dans tous les cas en fait. Sauf si j'ai une stratégie de revenus passifs, mais bon ça c'est assez rare. Pas de stock picking, trop risqué pour quelqu'un comme moi qui débute et par manque de temps. Top, incroyable. C'est pas un fake, hein. C'est pas quelqu'un qui est en train de... qu'on a écrit pour vous montrer qu'il y avait des gens qui appliquaient les préceptes de base de Jean-Michel Dessay, mais non, voilà, je trouve ça très bien, et surtout à 19 ans d'avoir cette maturité-là, top. Question, est-ce que je devrais plus diversifier mes investissements en crypto par exemple? L'immobilier est-il envisageable ou est-ce trop tôt? Je me vois mal avoir un locataire alors que j'ai 19 ans et que je n'ai pas non plus le permis. En travaillant bien, mon salaire devrait beaucoup augmenter dans les mois à venir, 10-15 000 € par mois. Est-ce que s'expatrier peut être intéressant, par exemple Dubaï, Andorre, Thaïlande, comme d'autres collègues youtubeurs? J'en connais certains et je vous salue, mes amis. Bah écoute, pas mal de questions. On va regarder ton profil. 38 000 €, pas de surprise. On voit que là, vous l'avez tous vu, hein, le marché a quand même pris une petite claque. Donc là, notre ami a perdu un petit peu d'argent ces derniers temps. Mais bon, ça reste quand même encore positif. On voit là sur le début de l'année. Bon, le début de l'année, il perd 3 000 €, mais en même temps, c'est pas super grave parce qu'il continue d'investir. Donc là, ça, c'est bien la moins-value latente sur l'année en cours. Et vous voyez que son patrimoine continue d'augmenter parce qu'il gagne de l'argent tous les mois, évidemment. Mais sur son patrimoine, il fait une performance qui est négative. Pas très important, honnêtement. À court terme, la bourse, c'est pas grand-chose d'autre que du bruit. Allez, du coup, on regarde en détail ton portefeuille. Je vois que tu as mis le benchmark, on va l'enlever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Ah, bah tiens, tu as diversifié. Tu as dérogé un peu à ta règle. Bon, c'est vraiment minime, hein. Donc tu as les deux ETF dont tu nous as parlé, tu as aussi le Topix, donc ça c'est l'indice principal japonais, c'est l'équivalent du CAC 40 japonais en gros, et tu as un S&P 500 de chez BNP Easy qui lui pour le coup est vraiment, à ma connaissance, l'ETF, je dirais l'ETF le moins cher en PEA.
sur un indice majeur, puisqu'il est à 0,12% ou 12 bips, 12 points de base. Ça, c'est vraiment très très peu cher. Bon, du coup, j'ai sorti ma petite boîte à outils. Ça faisait un moment que voilà, je ne m'étais pas servi dedans. Et j'ai sorti un de mes outils préférés. J'ai nommé la matrice de corrélation. La matrice de corrélation, c'est quoi en fait? C'est une analyse qui te permet de comprendre à quel point deux de tes actifs ont des performances qui vont fonctionner de façon similaire. Donc, ça s'appelle la corrélation. Une corrélation parfaite, c'est 1. C'est-à-dire que si tu as une corrélation de 1 sur deux actifs, leur performance varie exactement de la même façon. Autant dire que tu n'as aucune diversification. C'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, et je sais que vous êtes nombreux à la demander, ça fait un moment qu'on en parle, mais on étudie le sujet, je vais vous mettre le lien dans la description vers la communauté, vous pourrez aller voter pour qu'on priorise ce sujet. Chez Finari, on construit des roadmaps avec la communauté, donc on prend les sujets les plus populaires et aussi les sujets qui ont, selon nous, le plus d'intérêt pour la majorité des investisseurs, et ensuite on les développe, et surtout on vous implique dans le processus, et ça, typiquement, ça fait partie des outils qu'on a envie de mettre dans la plateforme. Du coup, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que la corrélation moyenne de ton patrimoine, c'est 0,71, mais bon, ça à la limite, c'est pas très important parce que tu as tes positions qui sont minuscules. Ce qui nous intéresse, c'est deux grosses positions, donc c'est MSCI World et Nasdaq. On voit que la corrélation, elle est à 0,74. D'ailleurs, ici, on voit que la corrélation entre la Nasdaq et le S&P, bon, bah là, elle est quasi parfaite, 0,91, donc ça n'a aucun intérêt de faire du Nasdaq et du S&P. Tous ceux qui me demandent tout le temps, est-ce qu'il faut avoir les deux et tout? Bah oui, si vous voulez, mais ça sert à rien, concrètement. Là, ça sert pas à grand-chose. Après, c'est normal puisque le MSCI World est composé à, en gros, 70-75% de valeur américaine. Donc, finalement, c'est assez logique. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur Finari, c'est la magie du direct. Ici, tu peux voir sur Finari la diversification de ton patrimoine. Tu vois qu'une ligne parce que tu n'as pas payé le premium. Tu gagnes 10 000 € par mois, mais tu ne mets pas le premium. Bon, peut-être un bon investissement à faire. Mais en tout cas, tu vois que tu as 85% des US. Ce serait intéressant de regarder au niveau de l'ETF, mais de mémoire, actuellement, le MSCI World, c'est 75% d'entreprises américaines. Donc, autant dire que ce que tu fais, c'est pas hyper utile. Moi, ce que je ferais, c'est que je garderais celui qui est le moins cher et celui dans lequel j'ai le plus de conviction. Donc, si tu as une conviction tech américaine, let's go Nasdaq, fais-toi plaisir. Si tu as une conviction plutôt globale, eh bien, let's go MSCI World. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé du Amundi qui est encore moins cher que le iShares. Mais n'oubliez pas que quand vous achetez un ETF, vous payez des frais. Vous payez des frais de transaction qui viennent dégréver votre performance. Toutes les plateformes, donc toi, tu es sur Bourso, toutes les plateformes ont des deals pour vous offrir les frais. Donc je crois que Bourso a un deal avec iShares, Trade Republic a d'autres deals avec d'autres émetteurs, ou si vous faites du DCA, je ne sais plus exactement. Donc en gros, regardez bien l'ensemble de l'équation. Oui, les frais peuvent être plus bas, donc ça peut être intéressant, mais si vous payez des frais de transaction qui sont énormes, ça ne vaut pas vraiment le coup de changer de crèmerie. Donc l'important, c'est vraiment de regarder l'ensemble de l'équation, donc les frais de fonds bas et les frais de transaction, qui sont idéalement de 0. Allez, 1 € on va dire, ça c'est vraiment le top du top. D'ailleurs, si tu pars, honnêtement, le PEA c'est sympa, mais si t'as pas prévu de revenir en France, ça sert à rien, tu t'en fiches de savoir que tu vas pas payer d'impôt sur le revenu sur tes plus-values de PEA. Toi, ce que tu veux, c'est payer le moins d'impôts possible. Et surtout, tu veux avoir le plus de latitude en termes d'investissement. Le PEA, ça reste quand même une enveloppe qui est assez contrainte. Tu peux pas faire les actions américaines en direct, tu peux pas faire les obligations, tu peux pas faire les valeurs asiatiques en direct. Tu peux pas faire des métaux précieux, tu peux pas faire des commodités. Donc, moi, ce que j'aime bien, ce qui serait intéressant là, ça serait de prendre un compte titre, là où tu mets ce que tu veux dedans et tu as vraiment une liberté totale, pour le coup, dans les supports et tu n'as pas de contraintes. Par contre, ton PEA, tu peux le garder si tu pars à l'étranger, à condition que tu n'ailles pas dans un état non coopératif. Donc, il y en a 9 ou 8, je sais plus, on va vous mettre la liste dans les commentaires. Mais bon, c'est vraiment, si vous partez dans des états quand même assez... généralement, c'est quand c'est des états où il fait très chaud et vous avez des gens bizarres qui arrivent avec des petits jets sur des îles. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les Barbades ou Antigua, enfin, vous voyez des pays, des endroits comme ça. L'autre sujet qui est quand même un peu frappant, c'est que, bon, tu as un tout petit peu de crypto sur un wallet Phantom, donc ça, c'est du Solana, mais tu n'as pas vraiment de matelas de sécurité. Et ça me dérange un petit peu parce que aujourd'hui, tu as un patrimoine qui est sympa, t'investis beaucoup. Je pense que tu pourrais quand même te constituer un matelas de sécurité. Généralement, on dit entre 3 et 12 mois de dépenses. J'avais fait une matrice dans mon livre, on va vous l'afficher, qui vous permet de vous situer en fonction de votre aversion au risque et surtout de la stabilité de vos revenus. Toi, là, tu es dans une situation hyper instable. Puisque tu nous l'as dit, oui, tes revenus sont par moment hyper élevés, mais tu as dit que ça varie entre 3 et 8 000 € par mois. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre dans l'équation le fait que tu peux avoir des passages à vide, tu peux avoir des coups durs. Je pense aussi qu'il faut prendre en compte
tes dépenses futures, donc les dépenses quand tu devras payer un loyer parce que tu seras plus chez tes parents, les dépenses, enfin plein d'autres dépenses quoi. Donc je dirais aller à vue de nez, à minima 10-15 000 euros de matelas de sécurité, ça me semble pas mal. Nouveau pays, il faut se refaire un cercle d'amis, ça va certainement aussi perturber ta création de contenu. Enfin, je le sais, je fais une vidéo tous les 3 jours. Ça fait depuis mars, depuis beaucoup plus longtemps, mais ça fait depuis juillet 2023 que je fais des vidéos à ce rythme-là. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir un cadre. Donc là, tu vas quitter ton cadre très connu, la France, les parents, les amis, machin, pour aller dans un nouveau pays. Donc, je pense que ça vaut le coup de mettre un petit matelas de sécurité. Ça tombe bien, tu t'épargnes 5 000 par mois, donc tu pourras limite mettre 3 mois de côté, là, juste histoire d'être bien. Et ensuite, eh bien, tu pourras attaquer tranquillement ton expatriation. Du coup, je vais passer à ta 3e question qui était l'expatriation. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à Dubaï, d'aller à Andorre, d'aller en Thaïlande, comme pas mal d'autres youtubeurs? Donc, j'ai trouvé un simulateur qui permet de voir la pression fiscale. Donc, c'est l'impôt sur le revenu, c'est aussi la TVA, enfin bref, ça englobe tout. La pression fiscale, hein, ça porte bien son nom. Et je vous ai fait un petit classement. Et là, la bonne nouvelle, les amis, c'est que les Français, on est numéro 1, number 1. Et nos amis belges qui nous regardaient en nombre, eh ben vous êtes aussi sur le podium. Vous êtes très proches, mais vous êtes juste derrière nous. Voilà, désolé, on vous pique cette première place. Et en gros, les premiers, c'est tous des Européens. Voilà, il n'y a pas trop de surprises. Hein. L'Europe matraque fiscalement, ça vous le savez maintenant. On va regarder par exemple Andorre. Andorre, on est à 25%. Donc en gros, si tu gagnes 10 000 euros par mois, à Andorre, tu en gardes 7 500 dans ta poche. Tu nous avais cité aussi la Thaïlande, qui est un pays vraiment exceptionnel. Pour 10 000 euros gagnés, tu vas garder beaucoup plus, puisque tu vas garder 8 400 euros dans ta poche. Et est-ce qu'on a les Émirats Arabes Unis? Alors, on n'a pas les Émirats Arabes Unis dessus. Bon, à Dubaï, c'est assez simple. En gros, l'IS, c'est 9. C'était 0 historiquement, mais c'est passé à 9. L'impôt sur le revenu, là, c'est pas très compliqué, c'est 0. La TVA, c'est pas très compliqué non plus, c'est 5. Je vous rappelle que la TVA en France, c'est près de 20%. Donc vous imaginez la différence. Maintenant, l'expatriation, c'est quand même pas anodin, puisque tu vas quitter, ce que je te disais tout à l'heure, le foyer, tu vas aller dans un nouveau pays, tu vas devoir aussi te faire un nouveau cercle social, et surtout tu vas devoir démontrer à l'administration, que ce soit l'administration émirati et l'administration française, que tu es bien résident local. Donc l'administration française peut très bien te dire non, moi je considère que vous avez une société en France et donc quelque part vous exercez, vous avez un centre d'intérêt économique ici, donc vous devez payer des impôts ici, que ce soit l'IS, que ce soit l'IR, à définir. L'important ici c'est vraiment de se faire accompagner, je pense que c'est pas quelque chose qui se prend à la légère, surtout que tu es en auto-entreprise, donc je te conseille fortement, et ça c'est vraiment, je l'ai vu de très près encore très récemment, il faut te faire accompagner sur ça. J'ai vu des gens qui se sont fait rattraper par la patrouille parce qu'ils n'avaient pas anticipé, ils ne savaient pas que ça allait prendre autant d'ampleur, leur business allait devenir aussi gros. Donc fais-toi accompagner et vérifie, mais garde surtout en tête que oui, c'est bien les impôts et tout, et bien sûr que c'est pénible de payer autant d'impôts en France, mais tu sais ce que tu vas gagner là-bas, mais tu ne sais pas ce que tu vas perdre. Et ça, c'est vraiment un point important. Et d'ailleurs, tu vois, si tu raisonnes comme ça, tu peux dire, Dubaï, c'est 6 heures de vol depuis Paris ou depuis peu importe où en France. Andorre, c'est beaucoup plus proche, donc peut-être que c'est moins dépaysant. Par contre, Andorre, c'est un village, donc faut aussi voir le mode de vie. Donc, à toi de voir. Je pense qu'il faut tester avant de se lancer. Mais hier, j'en parlais encore avec un expert du sujet, parce que c'était un avocat fiscaliste qui accompagne beaucoup de clients qui veulent s'expatrier. Et il me disait que ça lui arrivait très souvent de faire les dossiers de A à Z. Et en fait, au moment où il fallait déclencher, le client lui disait finalement, j'ai envie de rester parce que j'ai envie d'être avec mes petits-enfants, j'ai envie de pouvoir aller à la mer Méditerranée, ma femme en fait ne se plaît pas, machin. Donc ça arrive très souvent et les raisons fiscales peuvent être intéressantes mais souvent pas suffisantes. L'autre question que tu m'as posée, c'est l'immobilier, est-ce que c'est envisageable, est-ce trop tôt? Je pense que la réponse elle est dans la question et tu t'en doutes déjà. Le premier problème, c'est que ton dossier il est compliqué à comprendre. Tu vas voir un banquier, tu lui dis bonjour, je suis youtubeur. Alors déjà il va dire c'est pas un job. Je pense que les banquiers ont peut-être du mal à comprendre ça. Ensuite, le banquier va voir que ton revenu, il varie. C'est l'inverse de ce qu'il aime. Lui, ce qu'il adore, c'est le fonctionnaire qui a un dossier super simple à comprendre, le revenu est sûr, l'emploi est garanti. Ça, il aime bien. Ça, le revenu est important, mais très volatile. C'est pas très agréable. En plus, il y a peu d'historique. Je sais pas depuis quand tu as lancé ton activité, mais j'imagine que si tu as 19 ans, ça fait pas 10 ans
que tu peux démontrer que tu gagnes beaucoup d'argent. Donc je pense que ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu. Le deuxième point d'attention, alors je ne sais pas où tu vis, mais tu n'as pas de voiture. Si tu vis dans une très grande ville et que, on va dire Lyon, Bordeaux, Paris, Lille, ou Marseille, et que tu vas acheter dans la même ville, bah là ok, à la limite pourquoi pas, tu pourrais te déplacer, y aller sans problème. Mais si c'est dans une zone un peu plus rurale, il faut une voiture pour se déplacer. Et mon ami, tu vas devoir te déplacer, tu vas devoir aller réparer des trucs, tu vas devoir aller faire des visites, tu vas devoir aller gérer des choses. Même si tu délègues tout, crois-moi que les décisions ne sont pas déléguées. C'est toi qui vas décider au bout d'un moment s'il faut payer la réparation ou pas, s'il faut accepter le locataire ou pas. Donc tout ça, tu peux pas vraiment le déléguer et si tu n'es pas en capacité de te déplacer, tu vas avoir un problème. Encore pire, si tu habites à Dubaï et que tu as un appartement à Mont-de-Marsan dans lequel il y a une fuite d'eau, crois-moi que ce sera le cadet de tes soucis. Surtout que là, tu es sur le point de gagner entre 10 et 15 000 euros par mois. Alors j'ai envie de te dire, l'immobilier, mais tu t'en tamponnes. Ça va juste créer une énorme quantité de problèmes pour des loyers ou des revenus qui vont être très très faibles. Tu as tout le loisir du monde de faire ça plus tard, une fois que tu auras établi ton activité. Et surtout une fois que tu auras une entreprise avec un vrai bilan, parce que c'est ça que les entreprises, que les banques vont regarder. C'est un bilan, entreprise rentable, enfin 2 bilans généralement. Bilan d'entreprise rentable, ça, ils aiment bien. Autre point, l'objectif que tu fixais, tu disais que tu voulais faire 10% brut annualisé. Bah, c'est difficile, en réalité, c'est super difficile parce que si tu veux faire 10% de brut annualisé, honnêtement, il faut transformer les biens. Je fais de l'immobilier. Si tu ne rénoves pas, franchement, 10%, c'est impossible. Ou alors, c'est dans des zones vraiment où tu n'as pas envie d'acheter parce que c'est des... Oui, sur le papier, tu peux te faire une renta à 15%, mais en fait, c'est une zone sinistrée. Donc le 10% dans une bonne zone, c'est de la transformation, donc c'est des travaux, donc en gros c'est des emmerdes. Par contre, c'est vrai que tu as l'effet de levier qui est intéressant. Mais bon, ça, tu as tout le temps du monde de voir venir. Tu pourrais commencer à acheter des appartements à 30 ans, crois-moi que tu n'auras aucun problème. En parallèle, toi, tu peux investir en bourse. Tu peux même, plus tard, investir en bourse via un compte titre ou, par exemple, une assurance vie, faire un crédit lombard, donc mettre en gage tes actifs pour faire un crédit et réutiliser ce crédit pour réinvestir plus. Donc on dit souvent que le levier est uniquement dispo en immobilier, ben non, il est aussi dispo en bourse. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les crédits où je présente notamment ce hack qu'utilisent beaucoup les grandes fortunes, le lombard, je vous mets le lien juste ici. Allez voir ça, je pense que c'est vraiment clé si vous avez la chance d'avoir un patrimoine important. Une autre option, c'est de déléguer la gestion de ton immobilier en utilisant des fonds. Donc tu pourrais utiliser des foncières cotées, donc il y en a plein en France, il y en a aux États-Unis. Ces foncières, elles distribuent des loyers tous les mois. Le problème, c'est qu'elles sont cotées en bourse, donc elles sont volatiles. Donc ça annule un peu l'objectif de l'immobilier qui est que ce n'est pas très volatile. Une autre option, c'est de faire de la SCPI. Bon là, c'est des fonds qui se sont spécialisés dans l'achat d'actifs et généralement, ça va être des bureaux, ça va être des commerces, ça va être des entrepôts qui vont louer à des professionnels. Et donc, on a plein de SCPI. Sur Finari, tu peux voir les SCPI les plus populaires. Et ces SCPI, elles peuvent payer des loyers qui vont aller aussi entre 5 et 7%, 8% pour les meilleurs. C'est des portefeuilles hyper diversifiés. Dans les plus grosses SCPI, tu as 300, 400, 500 locataires différents, dans 500 bâtiments différents, dans des villes différentes. Donc c'est super intéressant. Attention, le marché s'est pris une énorme claque là depuis 18 mois. Donc il ne faut pas tout acheter. Il faut acheter les bonnes SCPI récentes, diversifiées. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vais vous mettre aussi ça dans la description. Allez la voir si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant. Par contre, attention, c'est des revenus fonciers qui vous sont distribués. Et donc, les revenus fonciers, bon là, vous faites matraquer si vous êtes résident fiscal français. L'alternative, si vous voulez pas payer de revenus fonciers et que vous avez un revenu qui est déjà suffisant aujourd'hui, c'est d'acheter non pas la pleine propriété qui vous verse les loyers, mais la nue propriété où vous allez juste détenir la part, mais les loyers vont être versés à quelqu'un d'autre. Bon, c'est un schéma un peu compliqué, mais en gros, ça vous évite d'avoir les loyers qui vous sont versés maintenant, et vu que vous ne touchez pas les loyers pendant une période qui va en gros de 3 à 10 ans, vous avez un prix de la part qui est largement décoté, et ça c'est assez intéressant. Et donc ce qu'on voit beaucoup sur Finari, et aussi en gestion privée chez Finari One, c'est des clients qui vont faire ça à quelques années de la retraite, et donc ils savent qu'ils vont partir dans 5 ans, ils savent qu'ils ont besoin de tant d'argent au moment de la retraite, et donc ils achètent le bon nombre de parts en nue propriété pour que le jour de la retraite, leur salaire d'activité il passe à 0. La retraite, elle compense un petit peu, mais pas complètement. Et donc, le complément, c'est les SCPI qui vont les verser.
Alors si tu veux vraiment investir, c'est vrai que tu pourrais aussi investir avec tes parents, donc vous pourriez vous grouper pour faire un emprunt, vous pourriez par exemple créer une SCI, une société, et présenter un dossier, donc eux présenteraient un dossier. Mais bon, tu m'as dit qu'ils étaient aussi en auto-entreprise et qu'ils avaient moins de revenus, donc pas sûr que ça marche, mais ça pourrait être intéressant. D'autres facteurs qui sont en train de vraiment remuer le marché et qui je pense sont importants à garder en tête, c'est d'une part ce qu'on appelle la loi Lemeur, du nom de la députée éponyme, qui en gros vise à réguler le marché allez, on va dire du Airbnb, meublé touristique. Et certaines villes comme Paris ont carrément encadré encore plus la possibilité de louer maintenant sa résidence principale. Donc maintenant à Paris, vous pouvez que louer votre résidence principale pendant 3 mois. Au-delà, c'est plus possible. C'est extrêmement contraint, il faut parfois demander des autorisations, vous avez de plus en plus de règles qui vont finalement venir rogner sur votre rentabilité. Vous avez même des dispositions qui visent à facturer de la TVA. Enfin bref, ça devient assez compliqué. D'autre part, vous avez le LMNP qui lui aussi est en train de se faire raboter massivement. Le LMNP, il a 2 avantages concrètement. C'est que vous pouvez déduire tout un tas de charges de vos loyers, et notamment vous pouvez déduire les amortissements comptables. Donc ça, c'est incroyable. Vous amortissez comptablement, donc vous sortez 0 de votre poche, mais vous récupérez du coup les loyers. Et donc vous pouvez être assez facilement à 0 ou même dégager un excédent. Encore mieux, avant, lorsqu'on revendait son LMNP, on pouvait réintégrer les amortissements qu'on avait déduits pendant des années, généralement 10 ans, parce qu'un Airbnb, un LMNP, c'est bien de le vendre quand les gros amortissements sont passés. On le revendait au bout de 10 ans, on réintégrait les amortissements, et donc la plus-value était que calculée sur un tout petit montant. Donc c'était incroyable en fait quand on y pense. Bon, maintenant les amortissements vont bien être déduits de la valeur de votre bien, et donc la plus-value sera calculée sur la valeur avec les amortissements intégrés, et donc ça sera forcément plus cher. Tout ça pour dire que l'immobilier, ça change en ce moment. Il y a beaucoup de règles qui rendent des activités qui étaient très rentables avant moins rentables. Moi, ce que j'en retiens, c'est que ça reste intéressant si vous avez envie d'y consacrer du temps, évidemment. Et c'est aussi, je pense, plus intéressant de tout de suite se structurer en société plutôt que de passer par le LMNP, parce que la politique n'aime pas ce régime, je ne sais pas pourquoi, et donc ils vont taper dessus, et un jour, il finira par disparaître. Ça peut mettre du temps, hein. Je pense que ça va mettre encore des années avant qu'il soit vraiment complètement caduque. Mais en attendant, vous avez de choses sur risque fiscal, et ça, en tant qu'investisseur, on n'aime pas. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, bravo pour ton parcours. Je suis très content d'avoir analysé le patrimoine d'un homologue youtubeur. C'est assez inspirant de voir des gens aussi jeunes gagner autant d'argent et surtout avoir autant d'ambition, parce que là, tu pars quand même à l'aventure à Dubaï ou à Andorre tout seul, la fleur au fusil. Donc franchement, respect. Tu appliques les principes du DCA, des ETF, etc. Quelques petits ajustements, matelas de sécurité, diversification à mettre en place, et surtout réflexion profonde sur ce que tu veux faire des prochaines années de ta vie. Donc va à Dubaï, va à Andorre, va en Thaïlande, va voir ce qui te plaît, et ensuite tu prendras une décision. Mais l'important, c'est surtout le cadre de vie dans lequel tu veux être plutôt que la fiscalité. Ça, c'est vraiment le critère secondaire. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a intéressé aussi. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, rendez-vous dans la description, le lien pour postuler est juste là. Chaque semaine, l'équipe épluche toutes les candidatures et sélectionne le profil le plus intéressant pour qu'on apprenne ensemble à mieux investir. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle analyse, et d'ici là, je vous dis à très vite. Ciao.